Alors dans ce deuxième chapitre, nous allons rentrer donc dans le vif du sujet. Nous allons commencer donc dans cette première vidéo sur comment choisir sa forme juridique. Donc je vais vous parler principalement des différences entre la micro-entreprise et la société si vous vous lancez en France. Ensuite, nous allons voir comment s'immatriculer vite et bien. Donc je vais vous donner les démarches à accomplir. Nous allons continuer par le régime social des entreprises. Donc, je sais que c'est un petit peu théorique et très juridique, mais c'est très important parce que ça peut vous faire soit économiser de l'argent, soit vous en faire perdre si vous ne respectez pas les règles ou si vous tombez en fait dans le mauvais régime social. Donc, ça vaut le coup de, de, de découvrir les différentes solutions qui se présentent à vous. Dans la quatrième vidéo, je vais vous parler de fiscalité, donc principalement de fiscalité des sociétés, mais je vous parlerai également de votre fiscalité personnelle parce que trop souvent, je vois une confusion entre les deux. Dans la cinquième vidéo, je vais présenter les aides et les financements qui sont disponibles. Donc, c'est principalement pour les personnes qui sont au chômage et donc qui peuvent réussir à débloquer donc de l'argent de leur chômage pour pouvoir se lancer dans une nouvelle activité. Enfin, dans la dernière vidéo, je vous parlerai de Legal Start ou d'autres startups qui vous permettent de créer votre boîte en 30 minutes chrono. Donc, bien évidemment, tout ça, c'est standardisé. Si vous avez besoin d'un conseil personnalisé, si vous avez besoin de comprendre votre cas spécifique, vous pouvez vous tourner vers moi. Vous pouvez me contacter directement par mail ou par Telegram et je vous répondrai avec plaisir parce qu'il ne faut pas oublier que tout ça, ce sont des règles qui sont générales et il faut les adapter à votre cas spécifique. Pareil pour les contrats. Donc, commençons par donc la première vidéo sur comment choisir la bonne forme juridique. Donc, si vous démarrez votre activité en France, vous avez deux possibilités. Soit l'entreprise individuelle, la société. Et donc, l'entreprise individuelle, vous avez la possibilité de opter pour son régime simplifié, la micro-entreprise. Ne vous inquiétez pas, j'y reviendrai un peu plus tard et je vous expliquerai quels sont donc les avantages, mais également les inconvénients de la micro-entreprise et pourquoi dans certains cas, donc la société, donc vous avez différentes formes, que ce soit une SARL, une SAS ou une SASU. Donc il faut savoir qu'une SASU, c'est la même chose qu'une SAS, sauf que vous êtes seul dans votre structure. Voilà. Rappeler un principe important, c'est qu'on fait très souvent donc la confusion entre société et entreprise, et on les utilise comme des synonymes. Et pourtant, en fait, une société, c'est nécessairement une entreprise, alors que l'inverse n'est pas vrai. Une société, c'est une entité distincte. C'est comme vous êtes un individu, vous êtes une personne physique. La société, c'est une personne morale. Donc l'État la considère comme une personne en tant que telle, donc qui paye ses impôts, qui a son régime de fonctionnement, etc. Alors que l'entreprise individuelle, et donc la micro-entreprise, elle n'est pas détachée de votre personne. Donc il faut savoir qu'une micro-entreprise, une entreprise individuelle, ce sont, on va dire, le prolongement de votre fiscalité. Et donc les inconvénients, et ça on y reviendra, c'est que votre patrimoine n'est pas totalement détaché, alors que la société, on va dire, si elle a des dettes, ben, c'est la société qui a des dettes et ce n'est pas vous. Après, je vois venir certaines personnes qui disent, bah, tiens, je vais faire une société, comme ça, s'il y a des problèmes, je ne serai pas responsable. En principe, oui. Par exemple, si vous avez une SARL, c'est bien une société à responsabilité limitée. Mais si vous êtes dirigeant d'une SARL et que vous agissez mal dans le cadre de vos fonctions de gérant de SARL, vous pourrez être tenu responsable et donc vous pourrez, sur votre propre patrimoine, être amené à payer si vous gérez mal votre société. Donc voilà. Donc, commençons par l'entreprise individuelle. Donc, comme je l'ai précisé, l'entrepreneur, donc vous l'exercez en votre propre nom. Ce n'est pas une entité qui est distincte, donc elle n'a pas de personnalité morale, contrairement à une société qui est une société autonome. Et donc depuis le 15 mai 2022, la loi a changé de sorte que la responsabilité, elle est limitée uniquement donc, aux biens utiles à l'activité professionnelle. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'avant 2022, ce qui se passait, c'est que si votre entreprise individuelle avait des dettes, par exemple, vous n'avez pas payé de fournisseur, vous n'avez pas payé enfin, un prestataire avec qui vous travaillez,
Eh ben, en fait, vous pouvez être donc responsable sur votre propre patrimoine. Donc, si vous avez une maison, ben, vous pourriez être amené à devoir la vendre pour rembourser vos dettes. Maintenant, ce qu'ils ont changé à partir du 15 mai 2022, donc pour protéger les entrepreneurs, c'est qu'en fait, si vous avez des dettes, on va utiliser uniquement donc les biens qui ont été utilisés pour l'exercice de votre activité professionnelle. Donc par exemple, on ne va pas venir vendre votre maison, on ne va pas prendre votre voiture personnelle. Par contre, si vous avez une voiture qui a été utilisée pour votre business, à ce moment-là, on peut la prendre. Donc ça, c'est une protection parce que ben justement, on a vu des cas où certains entrepreneurs, ils avaient des dettes et ils se retrouvaient à devoir vendre ben, tout leur patrimoine c'était pas l'idéal. L'avantage, c'est que c'est simple à créer et à gérer. Donc, si vous voulez tester votre activité en tant que modèle, en tant que manager, c'est la meilleure solution. Pourquoi? Ben parce que c'est rapide. En quelques clics, vous avez votre auto-entreprise et vous pouvez la suspendre, vous pouvez la fermer sans problème. Ça n'implique pas de coût. Vous n'avez pas besoin de rédiger de statut ou d'injecter du capital. Donc tout ça, ça permet vraiment de tester très rapidement le marché. Après, si vous dépassez certains seuils qu'on verra plus tard, vous n'aurez pas d'autre choix que de vous tourner vers une société et à ce moment-là, bon, forcément, il y aura plus de coûts, mais aussi, ben, vous gagnerez beaucoup plus et vous devrez être en mesure de supporter ces frais. Les obligations fiscales et sociales comptables sont allégées, donc il n'y a pas besoin de faire donc de bilan annuel. Et donc ici, j'aimerais attirer votre attention parce que avoir une auto-entreprise, une entreprise individuelle, c'est facile, c'est rapide, mais c'est également l'objet de contrôles fiscaux qui sont beaucoup plus fréquents qu'en société. Tout simplement parce que justement, vous n'avez pas l'obligation d'avoir de bilan, vous n'avez pas l'obligation d'avoir une comptabilité, on va dire, aussi encadrée que dans le cadre d'une société. Donc l'administration fiscale, elle se dit, bah tiens, vu que l'entrepreneur est livré à lui-même, probablement qu'il fait des erreurs, probablement qu'il ne fait pas tout correctement, et donc il y a beaucoup plus de contrôle. Donc ça aussi, il faut le garder en tête parce que malheureusement, ça suscite beaucoup plus d'intérêt de l'administration fiscale que si vous aviez une société. Entreprise individuelle, vous avez deux régimes possibles. Le premier, c'est l'entreprise individuelle classique et le deuxième, c'est le régime simplifié donc de la micro-entreprise. Pour pouvoir bénéficier du régime simplifié de la micro-entreprise, il ne faut pas dépasser certains seuils, donc notamment des prestations de services limitées à un plafond de 77 700 euros de chiffre d'affaires. Au-delà, on passe dans le régime individuel classique. Donc, démarrer, pour être très concret, vous pouvez démarrer directement avec une micro-entreprise parce qu'il y a beaucoup plus d'avantages qu'une entreprise individuelle classique, mais il faut savoir qu'il y a des seuils. Et donc, c'est encore plus simple pour créer et pour la gérer. Et vous avez des régimes donc, fiscaux avantageux et des obligations comptables simplifiées. Donc, c'est la meilleure solution. Si vous voulez retenir une chose, c'est que si vous démarrez, avant même de commencer par société ou entreprise individuelle, si vous voulez juste tester et que vous n'êtes pas sûr de votre business, vous prenez donc l'entreprise individuelle et le régime simplifié donc de la micro-entreprise. Vous êtes plusieurs, etc. On y reviendra sur la société. Peut-être que la société est une meilleure solution pour vous. Donc, voyons la société. Je vous ai expliqué ce qu'était l'entreprise individuelle avec le choix du régime donc normal et du régime de la micro-entreprise. Et de l'autre côté, on a les sociétés. Donc, la société, c'est une structure qui est indépendante de l'entrepreneur. Ça s'appelle une personnalité morale, c'est-à-dire que l'administration considère cette société comme une entité autonome. C'est comme une autre personne, comme vous, qui est totalement détachée de vous. L'avantage, c'est que bon, on peut se lancer seul ou à plusieurs, ce qui n'est pas le cas de l'auto-entreprise où vous êtes nécessairement seul. Donc, si vous avez un associé, vous êtes obligé de passer par une société, à moins de facturer des prestations entre vous si vous avez des auto-entreprises, ce qui est possible, mais il faut bien évidemment savoir ce qu'on fait. Donc là, l'avantage de la société, comme je l'ai déjà dit, c'est que la responsabilité, elle est limitée au patrimoine de la société, et donc votre patrimoine personnel est protégé. Ici, ça engendre quand même plus de formalités qui sont plus coûteuses et plus lourdes que la micro-entreprise, donc il faut des statuts.
Il faut injecter des fonds, donc en fonction de la forme sociale que vous aurez choisie. Il faut faire une annonce dans un journal d'annonce légale et il faut immatriculer la société auprès du guichet unique. Il y a également, enfin, il y a une comptabilité qui est standardisée, donc il faut un bilan, il faut un compte de résultat. Donc ici, vous avez besoin d'un comptable qui va vous gérer tout ça. Donc ne vous inquiétez pas, je sais que ça peut faire peur, mais voilà, il y a des solutions pour pouvoir créer votre société plus rapidement. Vous pouvez utiliser Legal Start et d'autres solutions. Vous pouvez me contacter également et vous aurez besoin d'un comptable qui va gérer donc votre comptabilité. Parmi les sociétés, il y a deux formes de sociétés. Il y a la forme traditionnelle, donc SARL et SAS, donc société à responsabilité limitée et société par action simplifiée. Donc une société, normalement, c'est au moins deux personnes. Par contre, ils ont estimé qu'il était possible, exceptionnellement, d'avoir des sociétés unipersonnelles, donc où vous êtes seul dans votre société. Et à ce moment-là, au lieu que ce soit une SARL, on parle de URL, et au lieu que ce soit une SAS, on parle de SASU. Donc c'est la même chose, sauf que vous êtes seul dans la structure. Comment choisir donc la bonne forme juridique? Parce que probablement vous me dites, ah mais je ne sais pas par où commencer. Donc si vous vous lancez seul, vous êtes manager et vous voulez vous lancer donc dans l'entrepreneuriat, bah, vous avez deux solutions. L'entreprise individuelle, dont le régime de la micro-entreprise, ou la société. Donc vous avez le choix entre la SASU, donc une société par action simplifiée unipersonnelle, et l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée. L'avantage donc d'être seul, bah, c'est que vous gérez seul votre entreprise et vous commencez rapidement. Par contre, si vous voulez vous lancer à plusieurs parce que vous avez un associé, à ce moment-là, vous n'avez pas le choix, vous êtes obligé d'avoir une société. Vous avez soit une SAS, soit une SARL. L'avantage, ben, c'est de mettre vos compétences en commun, vos connaissances, mais il faudra prendre des risques à plusieurs, des décisions à plusieurs, et vous êtes confronté à d'autres personnes, donc c'est un petit peu plus complexe à gérer. Donc vous devez être sûr également de votre associé parce que on ne fait pas du business comme ça où on dit tiens on travaille ensemble et demain on change d'avis. Non, si vous créez une société, il y a des formalités et donc il faut être sûr de son associé. Maintenant, je vais vous donner des conseils pour bien choisir. Parce que bon, un petit peu de théorie, mais maintenant j'ai envie de vous donner donc une forme pratique, c'est-à-dire ce qu'il faut faire et surtout ce qu'il ne faut pas faire. Donc la mauvaise approche, c'est de démarrer son activité sans structure juridique. Vous dites super, j'ai trouvé une modèle, je commence, je ne signe pas de contrat, je ne suis ni en auto-entreprise, je n'ai pas de société, je mets mon compte bancaire sur le compte OnlyFans de la modèle, etc. Ça, c'est le pire scénario. Pourquoi? Ben, parce que tout simplement, vous avez aucune, enfin, déjà, c'est du travail dissimulé. Ensuite, vous ne déclarez pas vos revenus, etc. Enfin, c'est une ribambelle de problèmes. Ensuite, c'est de choisir une structure au hasard. Vous dites, tiens, bah, je vais créer une société parce que j'aime bien. Alors que peut-être que c'est beaucoup plus simple dans votre cas, si vous démarrez, d'avoir une auto-entreprise, une micro-entreprise, parce que vous n'avez pas l'expérience. Bon, faut réfléchir, vous pouvez me consulter, vous pouvez vous renseigner dans les différentes sources que je vous ai communiquées pour vous faciliter votre réflexion. Problème, trop souvent, j'ai vu, ben, on s'adapte à la situation d'un associé et on se dit, ben, tiens, là, mon associé, il a une SARL, je vais rentrer dans une SARL et vous ne posez pas la question des avantages et des inconvénients. Donc, ce que moi je vous incite à faire, bah, c'est de connaître vos objectifs et de vous poser les bonnes questions. Est-ce que c'est un projet sur le long terme? Est-ce que vous voulez juste tester le marché, voir si ça marche? Si vous voulez juste tester le marché pendant un mois, 2 mois, faites une auto-entreprise. Si vous avez déjà donc la certitude que ça va marcher, que vous allez gagner 10, 20, 30, 50 000 euros par mois, commencez directement sur une société. Ensuite, quel est le régime fiscal le plus adapté à mon cas? Ça également, c'est une bonne question à se poser. Et voir si vous avez aussi assez de ressources pour démarrer une société. Parce que certes, si vous dites, bon, bah, tiens, la solution pour moi, c'est une société, mais vous n'avez pas d'argent. Vous n'avez même pas 1000 euros pour payer, on va dire, la création de votre société, d'injecter l'argent du capital. Ne créez pas de société, ça va vous causer plus de problèmes qu'autre chose. Commencez par une auto-entreprise, gagner un petit peu d'argent et ensuite passer en société. Et si vous voulez vous associer ou si vous voulez rester seul, bah, si vous voulez vous associer, partez sur une société. Donc voilà, il y a tout enfin, un certain nombre de questions que vous devez vous poser pour savoir qu'est-ce qui est le mieux pour vous. Et ça, il n'y a que vous qui pouvez y répondre. Donc même si vous me contactez ou si vous contactez un comptable, il va vous poser les mêmes questions que je vous pose maintenant et vous devez être en mesure d'y répondre. Maintenant, je vous donne la bonne approche. Donc la bonne approche, c'est déjà de suivre cette formation et de vous renseigner sur les différentes structures juridiques qui existent.
et surtout par rapport à votre situation personnelle. Donc, où est-ce que vous habitez? Parce que bon, il y a des gens, ils habitent en France, ils veulent rester en France et ils veulent travailler uniquement avec des modèles et des prestataires en France. Bon, il faut prendre ça en considération. Il y en a, ils sont installés à Dubaï, il y en a, ils sont installés à Malte, en Allemagne, en Italie, en Espagne. Votre modèle est dans tel pays. Donc, tout ça, ça commence à être compliqué et il faut vraiment réfléchir à ce qui est le plus adapté pour vous. Donc, je vous incite également à vous faire accompagner dans votre choix, donc que ce soit moi ou autre, hein. Moi, j'ai pas de préférence. Vous pouvez me contacter, je vous aiderai dans le choix de la structure. Vous pouvez également contacter un expert comptable. Et le but, c'est de faire les bons choix dès le début et pas se lancer. Et 3 mois après, je vois des gens qui viennent me voir et me disent, Olivier, j'ai besoin de ton aide. Ça fait 6 mois que je me suis lancé, j'ai gagné un demi-million d'euros. J'ai fait des paiements en crypto, je suis résident en France, qu'est-ce que je fais? Je fais, bon, ben là, ça commence à être compliqué. Donc, plutôt que d'avoir ce type de discussion, prenez une consultation chez moi, ça vous coûtera moins cher, vous économiserez du temps et de l'argent et vous serez lancé sur le bon chemin. Ensuite, choisir le bon régime fiscal. Donc, à nouveau, réfléchissez. Je vais vous expliquer dans les prochaines vidéos sur ben, la différence entre l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur la société. Et donc avoir surtout une vision très claire de ses finances. Donc définissez-vous un budget et faites les bons choix. Conseil que je peux vous donner pour bien choisir, bah, c'est d'être en règle avec les différents organismes, d'agir toujours en conformité avec le droit et de faire les choses bien plutôt que de venir me voir. Comme je vous ai dit, des personnes viennent me voir après 6 mois de démarrage. C'est des super entrepreneurs, ils ont gagné un demi-million et derrière ils me disent, bah, écoute, j'ai pas de structure, je paye en crypto. J'ai une auto-entreprise ou j'ai une société, mais je n'ai pas de facture, etc. Ah, c'est compliqué. Donc, moi, je vous incite à prendre une consultation, à venir me voir. Je peux vous aider en 30 minutes, en 1 heure, en 2 heures, selon votre cas. Ça vous coûtera beaucoup moins cher de mettre ça en place plutôt que d'ensuite vouloir corriger ce qui a déjà été fait. Et n'oubliez pas que ce que vous faites aujourd'hui peut être contrôlé dans les 5 prochaines années. Et donc, même si vous faites, on va dire, quelques bêtises aujourd'hui, ça va vous suivre encore pendant les prochaines années. Donc, faites le bon choix et commencez donc tout de suite en temps la meilleure solution et notamment à travers une consultation avec moi ou avec un expert comptable. Je vous donne quelques liens si vous avez besoin de creuser un peu plus le sujet parce que bon, cette vidéo, je ne suis pas en mesure de vous expliquer tout le droit des sociétés en 20 minutes, ce qui est déjà très long. Donc ici, par exemple, sur le site Service public Entreprendre, vous aurez par exemple comment créer une société, donc le définir votre projet, comment financer, les formalités, comment domicilier, parce que bon, il y a tout un aspect derrière. Si vous avez une société, il vous faut aussi une adresse, vous pouvez avoir un domiciliataire, etc. Voilà, à nouveau, si vous avez besoin d'un accompagnement personnalisé, venez me voir, je vous faciliterai le travail de recherche. Si vous préférez regarder de votre côté en autodidacte, ben, je vous invite à aller consulter ces sites notamment. Et vous avez également le site de la BPI France qui vous explique par exemple les différences entre l'entreprise individuelle, entre le URL, SARL, etc. Donc vous avez un simulateur des coûts, par exemple de cotisation sociale, en fonction de votre statut juridique. Alors dans cette deuxième vidéo, nous allons voir comment s'immatriculer vite et bien, et donc les démarches selon ton cas. Donc le principe que vous connaissez déjà, c'est que tout le monde doit s'immatriculer, que ce soit en micro-entreprise ou en société. Et donc on travaille en B2B, donc business to business, avec des contrats et des factures. Donc on a uniquement des professionnels. Et à quoi ça sert? Bah, en fait, il faut encaisser proprement, donc avec des documents, donc des factures notamment, et si vous avez des dépenses, eh ben, ça sera le seul moyen de pouvoir les déduire. Parce qu'en comptabilité, si vous n'avez pas de documents, eh ben, d'un point de vue fiscal, vous ne pouvez pas déduire les dépenses. Et donc, bien évidemment, si vous n'êtes pas immatriculé ou si vous faites les choses mal, l'administration fiscale risque de requalifier donc la relation, par exemple, avec la modèle ou vous pouvez tout simplement avoir des amendes. Donc, qu'est-ce que ça veut dire s'immatriculer très concrètement? Ben, c'est obtenir un numéro sirène ou SIRET avec une micro-entreprise. Donc, c'est très simple pour démarrer. Comme je vous ai donné dans les vidéos précédentes toutes les démarches. Ou
créez votre structure sous forme de société. Donc, vous avez le choix, SASU, EURL, SARL, etc. Donc, la règle d'or des relations, donc B2B, avec toutes les personnes avec qui vous interagissez dans le cadre de vos affaires, il faut toujours un contrat, nous l'avons déjà vu, une facture et faire des paiements sur les comptes pro. Donc ça, c'est une obligation légale. Et il y a également une obligation d'archivage. Donc on va dire 10 ans. Dans certains cas, c'est plus court, mais partez du principe que les documents, ça ne va pas à la poubelle. Ce que vous recevez dans les mails, vous les mettez dans les dossiers, vous gardez tout ça parce qu'en contrôle fiscal, c'est ce qui vous permettra de vous justifier. Et à nouveau, s'il y a des documents manquants, eh ben, vous aurez du coup des amendes correspondantes. Avant de commencer tout business avec qui que ce soit une modèle, un VA, un chatter, un prestataire de service, vous demandez une preuve d'immatriculation. Donc, vous pouvez demander un extrait CABIS, vous signez un contrat et vous demandez aussi un RIB Pro pour faire les virements si vous faites ça via la méthode traditionnelle. Donc, tout ça, faites-le vraiment, croyez-moi, ça vous évitera d'avoir des problèmes par la suite. Les 4 étape simple pour être opérationnel dès maintenant, c'est donc de déclarer votre activité, d'obtenir un numéro sirène. Donc, comme je vous ai dit, si vous voulez tester le marché, si vous voulez voir si c'est fait pour vous, vous pouvez créer une auto-entreprise littéralement en quelques clics. Vous devez ouvrir aussi un compte bancaire professionnel. Donc ça, c'est vous qui décidez la banque que vous préférez. Il y a des banques en ligne, des banques physiques. Nous y reviendrons plus tard. Mais en tout cas, il faut un compte bancaire professionnel parce que certes, si vous pouvez utiliser un compte personnel pour une auto-entreprise, eh bien, vous allez mélanger toutes vos dépenses perso avec toutes les dépenses pro et ça va devenir n'importe quoi. Donc ça, n'oubliez pas, avoir un compte bancaire professionnel dédié à votre activité. Et bien évidemment, sur la base des documents que je vous mets à disposition dans le cadre de cette formation, utilisez les modèles de contrat de factures. N'hésitez surtout pas à me contacter si vous avez besoin d'aide et donc rassembler toutes les pièces, que ce soit pièces d'identité, RIB, adresse, etc. Donc voilà, je rappelle le flux standard, c'est contrat entre deux personnes, donc entre votre entreprise ou société et une autre. Vous effectuez la prestation ou quelqu'un effectue la prestation pour vous. Une facture est émise et à ce moment-là, ben, vous avez donc un paiement qui est réalisé et vous gardez donc ces documents, ces justificatifs comptables, que ce soit les relevés ou les récaps payout que vous pouvez avoir depuis OnlyFans. Alors dans cette vidéo, nous allons voir ce qu'est le régime social. Donc je vais essayer de simplifier au maximum parce que je sais que nombreux parmi vous ne savent pas du tout ce que c'est. En fait, c'est très simple, c'est un ensemble de règles et de dispositions qui encadrent donc la protection sociale des travailleurs, donc vous, et ça couvre notamment l'assurance maladie, chômage, retraite, accident du travail et invalidité. Donc le type de régime social, il va varier en fait en fonction de la forme sociale de l'entreprise et donc du statut occupé au sein de l'entreprise. Qu'est-ce que la forme sociale? C'est ce que je vous ai dit. Si vous avez une micro-entreprise, ce sera un régime social spécifique. Et si c'est une société, ça sera un régime social qui sera différent et tout ça varie en fait en fonction de votre rôle. Donc nous allons voir ça tout de suite. Donc le régime général de la sécurité sociale, parce que comme vous le savez bien, lorsque vous travaillez, que vous soyez salarié ou employeur, vous bénéficiez de la sécurité sociale. Et donc ici, ça concerne principalement donc les dirigeants qui sont rémunérés dans les SASU ou les SAS. Comme je vous l'ai dit, SASU et SAS, c'est la même chose. SAS, c'est si vous êtes à 2 ou plusieurs associés. SASU, c'est si vous êtes seul. Pareil pour EURL et SARL. SARL, c'est quand vous êtes 2 ou plus. Et URL, c'est si vous êtes seul. Donc, le dirigeant d'une SAS ou d'une SASU, il faut qu'il soit rémunéré pour bénéficier du régime général de la sécurité sociale. Et le gérant, parce qu'on parle de gérant dans les SARL et les URL, ça concerne uniquement les gérants qui sont non associés. Qu'est-ce qu'un gérant non associé? C'est par exemple, vous créez une société, enfin une SARL, et vous désignez une autre personne qui va être uniquement le gérant. Donc, je suppose que dans votre cas, ça c'est pas applicable.
Mais voilà, c'est des cas pour, enfin, pour vous expliquer comment ça fonctionne. Et le troisième, c'est les gérants qui sont minoritaires ou égalitaires dans les SARL. Donc en fait, si vous êtes majoritaire dans une SARL, eh ben, vous ne pouvez pas bénéficier du régime général de la sécurité sociale. Mais je vais vous donner les autres régimes applicables. Pour comprendre les avantages de ce régime, bah, c'est que c'est la meilleure couverture sociale. Donc, si vous avez un pépin dans la vie, bah, vous serez 100% couvert. Il n'y a pas de cotisation à l'assurance chômage. Donc, ça vous évite d'avoir des coûts supplémentaires. Les inconvénients, parce qu'il y en a toujours, c'est que c'est accessible uniquement aux dirigeants qui sont rémunérés. Donc, si vous êtes dans une SARL ou dans une EURL ou dans une SASU ou SAS, et que vous ne vous rémunérez pas parce que vous vous dites, bah, tiens, pour l'instant, je ne me rémunère pas tant que je ne gagne pas d'argent, et ben, vous n'êtes pas couvert par la sécurité sociale. Si vous êtes rémunéré, bien évidemment, il faut se soumettre aux conditions, mais tout ça, vous pouvez le voir avec soit un avocat, soit avec un comptable qui vous expliquera, parce que comme je vous l'ai rappelé, le mieux, c'est d'avoir un comptable pour gérer même votre auto-entreprise, et quand vous avez une société, c'est obligatoire. Donc les inconvénients, bah, c'est aussi les cotisations sociales qui sont élevées vous n'avez pas l'assurance chômage puisque vous ne cotisez pas. Donc, si vous arrêtez de travailler du jour au lendemain dans votre boîte, eh ben, vous n'êtes pas couvert par l'assurance chômage. La déclaration est complexe, mais comme je vous l'ai dit, tout ça est géré par votre comptable normalement. Il y a le régime des indépendants. Donc, c'est une autre option, c'est pour les entrepreneurs individuels. Donc, si vous avez une micro-entreprise, le régime précédent ne vous concerne pas. Celui qui vous concerne, c'est le régime des indépendants TNS. Et ça concerne également les gérants associés uniques d'une EURL. Donc, une EURL, je vous rappelle, c'est si vous êtes seul donc, et que vous êtes donc, du coup gérant associé, vous êtes soumis au régime des indépendants. Ça peut paraître complexe, mais il faut vraiment se poser les questions en fonction du régime que vous choisissez, en fonction de ce que vous voulez. Par exemple, le régime social, c'est aussi un élément à prendre en compte lorsque vous choisissez est-ce que vous voulez une société ou est-ce que vous voulez une entreprise. Donc là, ici, les avantages, bah, c'est que vous avez une protection sociale qui est peu coûteuse aux dirigeants. Donc, comme je vous l'ai dit, une micro-entreprise, c'est bien pour démarrer, pour tester, vous avez très peu de coûts. Mais les inconvénients, bah, c'est que une couverture sociale globalement. Donc, tout a un prix. Vous cotisez moins, mais vous êtes moins couvert. Voilà, ça sera tout pour cette vidéo sur le régime social. À nouveau, prenez en considération ces éléments si vous choisissez d'être en micro-entreprise. Alors, voyons maintenant la fiscalité et les impôts. C'est, je pense, ce qui vous intéresse le plus pour savoir comment moins payer. Mais moi, ce que je vais faire surtout, c'est vous mettre en garde sur les erreurs à ne pas commettre. Donc déjà, on va commencer par la définition du régime fiscal. C'est l'ensemble des règles et des dispositions qui régissent la manière dont les personnes physiques, donc vous en tant qu'individu, et les personnes morales, donc les sociétés et les entreprises, sont imposées par les autorités fiscales. Donc, pour simplifier, ce sont des règles qui vous disent ce que vous devez faire et ce que vous ne devez pas faire, autant pour vous en tant que personne physique que pour votre société. Et il faut faire très attention ici parce qu'il y a une différence entre la fiscalité des personnes physiques, donc votre fiscalité individuelle, et la fiscalité des personnes morales, c'est-à-dire la fiscalité des sociétés. Ce sont deux choses qui sont totalement différentes, qui parfois peuvent s'entrecouper, mais je vois trop souvent des personnes qui prennent des décisions sans prendre en compte leur cas individuel et qui disent, bah, tiens, je vais mettre en place une société aux États-Unis ou à Dubaï, alors qu'en fait, ils sont en France et que ça n'a aucun avantage fiscal, même s'ils ont l'illusion que c'est le cas. Donc, commençons par la fiscalité des personnes. Donc, les personnes physiques sont soumis à l'impôt sur le revenu, donc IR, comme tout le monde connaît. Et donc, c'est un taux d'imposition qui dépend d'un barème progressif par tranche, donc de 11% à 45%. Donc, on est tous soumis à cet impôt sur le revenu, que ce soit des revenus, on va dire, du travail salarial, de ces entreprises, des dividendes, des revenus fonciers, etc. On est obligé de payer nos impôts. Et donc là, si je donne le barème, par exemple, de l'impôt de 2025 sur les revenus de 2024, vous avez les différentes tranches. Donc, quand on dit 45% d'impôt, c'est pas 40%, 45% sur la totalité,
c'est uniquement sur les revenus qui sont supérieurs à 180 000 euros. Donc oui, c'est énorme, mais la majorité des personnes sont soumises à un taux d'imposition à entre 11% et 30%. Et à nouveau, les 30%, c'est sur la fraction qui est supérieure à 29. Donc voilà, rien de nouveau a priori ici. Ensuite, voyons la fiscalité des entreprises. Donc les entreprises sont, et donc surtout les sociétés, parce que les auto-entreprises et les micro-entreprises sont soumis à un autre régime, ils ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés. Et donc on a deux taux. On a le taux normal de 25% sur les bénéfices. Donc les bénéfices dans votre société, c'est à la fin de l'année, vous calculez combien vous avez généré d'argent, quels ont été vos coûts, et il vous reste une somme qui sont les bénéfices ou la perte. Disons que vous avez généré des bénéfices, vous payez 25% sur ces bénéfices. Mais il faut savoir qu'on a un taux réduit à 15% sous certaines conditions. Donc il faut avoir un chiffre d'affaires hors taxe inférieur à 10 millions d'euros et que le capital détenu soit à 75% par des personnes physiques ou une société qui respecte ces conditions. Bon, ce n'est pas votre cas. A priori, tout le monde ici constitue des sociétés avec des personnes physiques. Que la société soit soumise de plein droit à l'IS, parce qu'effectivement, on peut avoir une société qui n'est pas soumise à l'IS. Et c'est valable uniquement pour les bénéfices jusqu'à 42 500 euros. Donc, ce que vous devez retenir, c'est que jusqu'à 42 500 euros de bénéfices, vous payez uniquement 15% d'impôt et sur tout ce qui est au-dessus, vous payerez 25%. Bien évidemment, je doute fort que vous fassiez tout de suite 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. Il faut que vous rentriez dans ces critères-là. Pour les micro-entreprises, on a un système qui s'appelle le versement libératoire de l'impôt. Donc ça permet en fait de payer son impôt sur le revenu au fil de l'eau au pourcentage du chiffre d'affaires. Donc comme je vous l'ai dit, la micro-entreprise, elle n'est pas totalement détachée de la personne physique et c'est pour ça qu'on est soumis à l'impôt sur le revenu. Et donc on a ce système de versement libératoire de l'impôt. Et à nouveau, je vous invite à consulter ces éléments avec un comptable qui pourra suivre vos revenus, etc. Et comme je vous ai dit au tout début de cette formation, le but n'est pas de faire de vous des experts en fiscalité ou en comptabilité, mais simplement de connaître le langage minimum pour pouvoir faire du business. Donc ici, comme je vous ai dit, le régime social, c'est un élément à prendre en considération lorsque vous créez votre structure. Ici, vous pouvez voir aussi un élément à prendre en compte, ce sont les impôts. Donc, comme je vous ai dit, il y a l'impôt sur le revenu pour les personnes physiques et l'impôt sur les sociétés. L'impôt sur le revenu, c'est progressif avec des tranches, comme vous avez pu le voir, donc avec des paliers. Et vous avez l'impôt sur les sociétés qui est donc en fonction de vos bénéfices. Et donc là, vous pouvez regarder dans le tableau, je ne vais pas reprendre ça dans le détail, je vous laisserai regarder, mais si vous voyez par exemple, je vais prendre les SARL, SAS et SASU, donc les sociétés, vous pouvez être soumis à l'impôt sur le revenu, mais a priori, par défaut, vous êtes soumis à l'impôt sur les sociétés. À nouveau, tout ça, c'est de la gestion fiscale, c'est de l'optimisation fiscale parce que vous estimez que ça sera plus avantageux pour vous d'être soumis à l'impôt sur le revenu. Par exemple, quelqu'un qui a énormément de revenus, on va dire du salariat ou de revenus fonciers, il va peut-être préférer opter pour l'impôt sur les sociétés parce qu'en fait, il ne veut pas mélanger ses revenus. Alors que quelqu'un qui n'a pas de revenus, il a uniquement une société, il peut se dire, tiens, c'est beaucoup plus avantageux pour moi d'être soumis à l'IR plutôt qu'être soumis à l'IS. Donc, comme je vous ai dit, tout ça, c'est du cas par cas. C'est difficile pour moi de vous dire qu'une solution est meilleure que l'autre. C'est vraiment individualisé. Et donc, comme je vous ai dit, le régime d'imposition, donc les impôts, ça varie en fonction principalement du chiffre d'affaires, du secteur d'activité et de la catégorie à laquelle appartiennent les bénéfices. Est-ce que c'est des BIC ou des BNC? Des BIC, ce sont quoi? C'est les bénéfices industriels et commerciaux. C'est lorsque, par exemple, vous faites de la vente. Et tout ce qui n'est pas de la vente, ça sera des BNC. Donc là, à nouveau, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que sinon, ça va durer 30 minutes ou plus. Mais vous pouvez voir, en fait, en fonction de votre situation, par exemple, si vous êtes sur des prestations
de services ou des activités non commerciales, parce que vous ne faites pas de vente, eh ben, vous êtes soumis au régime de la micro-entreprise jusqu'à 77 700 euros. Si vous dépassez les seuils, ben, à ce moment-là, vous êtes soumis au régime réel, etc., etc. Donc voilà, tout ça, ce sont des points à discuter avec votre comptable si vous voulez être sûr de ne pas faire d'erreur. Les seuils de TVA, c'est également un point important parce que vous verrez par exemple que vous pouvez commencer votre activité et être en franchise en base. C'est-à-dire que si vous ne si par exemple ici la franchise en base donc de TVA, ce qui se passe c'est que si vous ne dépassez pas ce montant de chiffre d'affaires, vous n'êtes pas soumis à la TVA, ce qui peut être avantageux mais également un inconvénient notamment dans le cadre d'OnlyFans, mais ça on le reverra juste après dans la vidéo. Donc voilà, il faut garder en tête que vous pouvez soit être soumis à la TVA et donc là, tout ça, ça ne vous regarde pas. Mais si vous êtes en franchise en base, il faut faire attention à ne pas dépasser les seuils. Donc voilà, vous avez toutes ces explications ici. Et enfin, les autres impôts qui peuvent vous concerner. Donc comme je vous ai dit, la première chose qu'il faut retenir, c'est vous êtes soit soumis à l'IR, à l'impôt sur le revenu, soit soumis à l'IS. Et donc ce sont les deux grandes catégories d'impôts. Ensuite, vous avez la TVA. Et il y a également d'autres impôts annexes, par exemple les cotisations sociales en micro-entreprise, la contribution foncière des entreprises, la TVA, bon, je viens de vous en parler. Et donc en micro-entreprise, comme je vous ai dit, vous avez la possibilité de bénéficier de la franchise en base de TVA jusqu'à 37 700 euros, 37 500 euros hors taxe pour les prestations de services. Et vous avez le seuil majoré, c'est-à-dire que jusqu'à 41 250 euros, c'est encore toléré. Mais si vous voyez que vous explosez les plafonds, à ce moment-là, il faut tout de suite changer son régime. Euh, Également, un point important, c'est que si vous êtes en franchise en base, eh ben, vous avez une obligation de mentionner cette information sur les factures, donc comme quoi la TVA est non applicable en vertu de l'article 293b du Code général des impôts. Et donc à ce moment-là, vous ne facturez pas, vous ne collectez pas et vous ne reversez pas la TVA si vous êtes en dessous de ces seuils. Donc comme je vous ai dit, ça peut avoir un avantage comme un inconvénient, mais ça, je le reverrai plus tard. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo. Alors dans cette vidéo sur les aides et financements disponibles, nous allons voir qu'est-ce qu'on entend par aide publique et financement au sens large. Donc vous connaissez tous très bien les prêts bancaires, donc c'est quelque chose que je déconseille, à moins d'avoir des investissements colossaux, et à ce moment-là, ça peut être un levier intéressant. Mais pour démarrer, j'éviterai. Bien évidemment, vous avez tout ce qui est financement de par votre entourage, des prêts d'honneur, des microcrédits, financement participatif, etc. Également, je déconseille parce que c'est un risque et bon, comme tout financement, généralement, il faut les rembourser. D'autant plus que dans l'industrie dans laquelle vous vous lancez, c'est un business à cash flow, donc normalement l'argent rentre très rapidement, donc j'éviterai ce type de financement. Mais il y a également des aides publiques et là ça devient beaucoup plus intéressant et on va s'attarder principalement sur donc les trois qui sont disponibles. Ce sont l'allocation d'aide au retour à l'emploi, ce qu'on appelle communément l'allocation chômage. Vous avez aussi l'aide à la reprise ou à la création d'entreprise. Alors, la première aide, donc c'est l'allocation d'aide au retour à l'emploi, donc l'allocation chômage. Donc, si vous êtes demandeur d'emploi et que vous avez l'intention de créer ou reprendre une entreprise pour continuer à percevoir donc l'allocation d'aide au retour à l'emploi, c'est un versement mensuel par Pôle emploi, donc de revenus de remplacement. Donc, tout le monde connaît, donc il faut remplir des conditions, donc avoir travaillé un certain temps et avoir cotisé pour pouvoir en bénéficier. Donc normalement, vous avez un maintien intégral si vous n'avez aucun autre revenu ni rémunération. Et vous avez un maintien partiel si votre rémunération est inférieure à votre ancienne rémunération. Donc c'est pour ça que c'est intéressant, donc pour ceux qui sont au chômage, de faire attention, par exemple, de créer une société et d'être non rémunéré. Parce que si vous êtes rémunéré, à ce moment-là, ben ça va déduire de ce que vous aurez pu obtenir. Alors que si vous êtes au chômage et que vous créez une société, vous pouvez maintenir votre allocation chômage. Donc les personnes concernées, donc il faut bien évidemment remplir les conditions d'attribution
de l'aide au retour à l'emploi et maintenir son inscription à Pôle emploi comme demandeur d'emploi. Donc, pour résumer, si vous avez déjà travaillé et que vous êtes au chômage et que vous percevez une allocation mensuelle, vous pouvez continuer de la garder sous certaines conditions et vous pouvez aussi, bien évidemment, créer, par exemple, une société et ne pas vous rémunérer, en tout cas, dans un premier temps. Donc, si vous créez une auto-entreprise, ça peut, enfin, faut faire attention parce que si vous percevez des revenus, à ce moment-là, ben, ça va s'annuler. Et donc, bien évidemment, ce n'est pas cumulable avec la RCE. Vous avez la RCE, donc, qui est une aide financière versée en capital aux demandeurs d'emploi, donc qui créent ou qui reprennent une entreprise. Qu'est-ce que c'est? C'est que normalement, si vous avez travaillé un certain temps, vous avez le droit, par exemple, à la colocation chômage pendant une période définie. Ce que vous pouvez faire, c'est demander, plutôt que d'être payé tous les mois, c'est de recevoir cette somme d'argent en 2 temps. Donc ça correspond à peu près à 45% du montant total, après déduction donc, de 3%. Et donc vous avez tout de suite 50% au démarrage de votre activité et 50% 6 mois plus tard si l'activité est toujours en cours. Donc ça c'est intéressant si vous avez besoin de beaucoup de capital au départ, mais comme vous voyez, vous perdez quand même plus de la moitié. Donc moi ce que je conseille, c'est que si vous n'avez pas d'investissement ou si vous n'avez pas l'intention de faire des grosses dépenses pour lancer votre projet, de rester à l'allocation chômage mensuelle parce que ça va vous permettre de continuer à garder votre train de vie et tout en développant votre business. Mais à nouveau, c'est des choix stratégiques. La RCE concerne les bénéficiaires, bien évidemment, des droits à l'ARE et ça concerne les créateurs ou les repreneurs d'entreprises inscrits à Pôle emploi. Donc l'avantage, comme je l'ai dit, c'est de disposer d'un capital de départ, donc le versement en 2 fois de 45% des droits au total, et donc de recevoir une partie de ses droits de chômage immédiatement pour financer son projet. De nouveau, tout dépend de votre projet. Bien évidemment, faire attention au non-cumul avec les maintiens de l'ARE. Donc, l'ACRE permet, donc c'est également une aide qui vous permet d'exonérer partiellement vos cotisations sociales pendant la première année d'activité. Et à nouveau, elle est accordée aux créateurs et aux repreneurs d'entreprises. Donc, quasiment la totalité des entrepreneurs peuvent bénéficier de cette aide. Et donc, certaines personnes ne le savent pas et c'est bien dommage parce que vous pouvez faire quand même beaucoup d'économies. Donc, à nouveau, ça concerne les créateurs ou les repreneurs d'entreprises, les demandeurs d'emploi qui sont indemnisés ou non indemnisés. Parce qu'il faut savoir que même si vous n'avez pas droit à l'allocation chômage, vous pouvez être inscrit à Pôle emploi sans être indemnisé. Vous pouvez bénéficier de cette aide. Si vous êtes bénéficiaire, par exemple, de l'allocation de solidarité spécifique ou du RSA, il y a des conditions d'âge, donc avoir entre 18 et 26 ans. Et pour les personnes qui sont reconnues handicapées, c'est jusqu'à moins de 30 ans. Donc l'exonération est limitée à 1 an, mais c'est toujours intéressant d'en bénéficier si vous vous lancez, parce que pourquoi vous devriez payer des impôts si vous pouvez avoir, en tout cas, là on parle de cotisation sociale, mais si vous pouvez bénéficier de cette aide. Et là à nouveau, donc vous avez les conditions pour bénéficier de cette aide. Donc je ne vais pas les lister, vous pourrez les lire tranquillement chez vous. Donc n'oubliez pas, il y a ces aides et ces financements qui sont disponibles pour les personnes qui sont soit au chômage, même si vous n'êtes pas rémunéré, c'est toujours intéressant d'en bénéficier. Alors dans ce deuxième chapitre, nous allons terminer avec comment créer une boîte en moins de 30 minutes chrono. Donc bien évidemment, ça peut prendre un petit peu plus de temps, mais je vais vous parler de Legal Start si vous ne connaissez pas. Donc c'est une start-up dont j'ai eu l'occasion d'utiliser à de nombreuses reprises. Donc ils ont standardisé les statuts de société, les procédures pour créer votre société, pour éviter justement d'aller voir des avocats, des comptables, etc. Donc l'avantage, c'est que c'est rapide, c'est standardisé. L'inconvénient, c'est que ce n'est pas autant personnalisé que si vous venez me voir et que vous me demandez conseil. Parce que bien évidemment, Legal Start va faire ce que vous lui demandez, mais ne va peut-être pas réfléchir à votre cas spécifique. Donc parfois, ça vaut le coup de venir en consultation chez moi ou un expert comptable, définir son projet et à ce moment-là, on peut se lancer tout seul.
Donc, je vais parler très rapidement de Legal Start. Donc, comme vous voyez, vous répondrez d'abord à quelques questions sur votre projet. Ensuite, vous avez votre dossier qui est préparé par des gens en interne. Et ensuite, donc Legal Start s'occupe de votre immatriculation. Donc, c'est le leader en France dans la simplification, on va dire, des démarches administratives. Ils ont lancé leur projet en 2014, donc ça fait plus de 10 ans. Ils ont plus de 120 collaborateurs, experts et dédiés, dont des juristes, bien évidemment. Voilà, donc c'est vraiment le numéro un de la création d'entreprises en ligne en France. Ça vous évite d'avoir des problèmes ou d'oublier des documents, parce qu'avec l'administration, malheureusement, si vous oubliez certains documents, bah, il faut recommencer à zéro. Donc voilà, c'est vraiment une solution très pratique, c'est pas très cher et vous faites des économies de temps et d'argent. Donc voilà, quelques raisons pour lesquelles ça vaut le coup de tester Legal Start. C'est que c'est rapide, c'est que c'est simple, vous gagnez du temps, vous économisez de l'argent, vous n'avez pas de stress parce que les gens en interne vérifient et s'il manque quelque chose, ils reviennent vers vous. Et donc il y a cet accompagnement personnalisé. Mais comme je vous l'ai dit, si vous avez un cas spécifique, et ça vaut le coup d'en discuter avant de se lancer dans ce type de solutions qui sont déjà prédéfinies. Voilà, ça sera tout pour cette vidéo et je vous dis à tout de suite pour le troisième chapitre.